Les Congolais feront-ils bientôt leur retour devant les urnes? En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter un référendum autour de la loi fondamentale, la Constitution de la République démocratique du Congo. Alors, nous parlons de l'opportunité ou pas de changer cette loi fondamentale avec notre invité de ce soir qui n'est autre que Jean-Bédel Iyoka. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de nous inviter, madame la journaliste. Vous êtes professeur, enseignant en sciences politiques. Université de Kinshasa. Université de Kinshasa, mais également vous êtes à la tête de l'ASBL, les Citoyens. Les Citoyens. Vous avez mis en place, vous êtes à la tête d'une initiative qui a consisté à lancer le débat autour de cette question justement constitutionnelle. Parce que la réflexion que nous avions faite de l'évaluation 18 années d'expérience de cet exercice ou cette expérience constitutionnelle nous a mené à considérer qu'il était absolument nécessaire de procéder à son changement. Vous ne parlez même pas de révision de la Constitution, donc vous appelez à une quatrième, à l'instauration d'une quatrième république, pour de raisons évidentes, évidemment. On va en parler, mais il faut dire, je reviens d'abord, on va parler, vous allez nous donner les raisons pourquoi vous voulez le changement de la Constitution, pourquoi vous voulez pas la révision, mais il faut dire que l'initiative, vous l'avez commencée l'année passée. L'année dernière, mois de septembre, nous l'avons lancée. Les réflexions, nous les avions menées depuis le début de l'année dernière. Et au mois de septembre, nous avons décidé, convaincus des options que nous avions prises en compte, de donc mettre la question sur la place publique et lancer une initiative pétitionnaire. Et cette initiative, jusqu'au mois de novembre, novembre de l'année passée, de l'année dernière toujours, est parvenue à collecter plus de 117 000 signatures que nous avons collectées à travers le pays. Kinshasa principalement, une bonne partie de l'ancienne grande province de l'Équateur, la province de la Chopo également, deux provinces de des anciennes provinces du Kasaï, le Sankourou et le Kasaï central, si je ne m'abuse, ainsi que le Haut-Katanga, principalement la ville de Lubumbashi, ainsi qu'à Kolwezi. Et nous avons collecté ainsi donc plus de 100 000 signatures que nous attendons toujours, pour lesquelles nous attendons toujours la confirmation du rendez-vous par le bureau de l'Assemblée, au fin de les déposer. Et donc, on parlera de ça. Est-ce que c'est encore valable? Une année après, vous revenez avec les mêmes signatures. Est-ce que la pétition est encore valable? Il s'est agi d'une expression citoyenne mais qui ne souffre pas d'expiration. Il n'y a pas de délai perdu. Je parle à un professeur de sciences politiques, c'est à vous de nous éclairer. Au regard de la loi, une année après, la même pétition est encore nous pouvons d'ailleurs considérer inversement que c'est plutôt la responsabilité des institutions qui, au terme de trois démarches d'approche au fin de la sollicitation de ce rendez-vous-là, et faute de rendez-vous qu'il pourrait y avoir, je ne dis pas qu'il est établi une infraction, mais je pense qu'il y a une faute éventuellement morale de ne pas recevoir cette expression significative de la volonté du peuple à cette hauteur-là. Mais à partir du moment où les arguments pour lesquels nous avions considéré cette nécessité de changement tiennent toujours et se confortent d'ailleurs. Je pense que l'opportunité, non, je suis même convaincu, nous sommes convaincus que l'opportunité demeure et nous sommes toujours dans l'attente de la réception. Je repose encore la question, une année après, est-ce qu'il serait été beaucoup plus peut-être facile pour vous de recommencer la pétition que d'essayer de réchauffer une ancienne pétition, si on peut le dire comme ça? Il ne s'agit pas de réchauffer une ancienne pétition. Une année quand même d'écart, une année... Ben non, il faut, je situe le problème, je l'ai relevé tout à l'heure, qu'il faut situer le problème par rapport à son intérêt, à sa nécessité, à son opportunité. Si il y a une année,
certains arguments pouvaient paraître assez théoriques. Je considère par exemple, je peux citer le cas du processus politique d'installation des institutions par exemple, qui paraissait dans notre document d'argumentaire qui est d'ailleurs résumé, qui est articulé autour de 5 axes que nous pourrons partager avec vous pour que vous découvriez leur substance. Nous pourrons éventuellement évoquer quelques aspects. Donc, si l'année dernière, c'était entre autres éléments assez théoriques, mais dans la pratique aujourd'hui, nous en avons eu l'expérience et nous avons davantage été confortés. Deux, nous allons approfondir bien entendu les questions en lien avec la matérialité de l'expérience régionaliste, la forte décentralisation qui avait été voulue au fin de garantir une meilleure administration et sous-tendre un meilleur développement social et économique des provinces et des entités territoriales décentralisées, continue à nous convaincre que notre démarche était bel et bien fondée et donc cette nécessité demeure et pour cela nous attendons toujours de déposer. Alors on peut dire que vous étiez un peu avant-gardiste par rapport à ce débat. Parce que justement, les citoyens, nous sommes une ASPL qui travaillons dans la réflexion, la sensibilisation citoyenne, l'éveil à l'auto-prise en charge et à la résilience citoyenne. Je vous étonnerais peut-être si je vous disais que la même ASPL, le citoyen, 2007, je pense 9 ou 13 mois après la mise en œuvre de la Constitution, nous avions été les premiers qui, à l'époque, avions initié la même démarche pétitionnaire, mais cette fois-là pour nous opposer à l'initiative des parlementaires, de la majorité parlementaire de l'époque, qui tendait, si vous vous souvenez, 2007 déjà, les parlementaires congolais de la majorité sollicitaient la révision de la Constitution. Ça a été fait en 2010, 2011. Ce qui a été concrétisé en 2011. Mais donc j'évoque cette expérience pour vous indiquer que ces questions-là sont des questions sur lesquelles ce sont nos éléments de réflexion et de travail permanent. Pour vous rendre compte que déjà depuis 2007, nous y étions déjà. Ça, ce n'est que ce seul aspect, mais nous sommes sur plusieurs autres aspects qui ne concernent bien entendu pas le thème de ce soir. Vous ne voulez pas de la révision de la Constitution, vous voulez du changement. Pourquoi? Carrément, c'est-à-dire vous voulez du changement alors que la révision, elle peut... C'est passable, on l'a fait en 2011, vous venez de le dire, on peut le faire en 2024, 25, 26. Pourquoi vous voulez l'avènement, pourquoi vous appelez l'avènement d'une 4e République? Ouais, en fait, vous m'avez bien présenté tout au début, au-delà de ma responsabilité de coordonnateur de l'ASPL Le Citoyen, vous m'avez présenté comme étant docteur en sciences politiques et enseignant des mêmes sciences. C'est parce que vous comprendrez, au lieu de parce que, vous comprendrez que la démarche qui est la nôtre, qui est une démarche nourrie par la réflexion scientifique forte de ce statut-là, et portée par ce souci citoyen, en fait, tient à l'analyse des faits sociaux. Ce sont des faits sociaux tels qu'ils sont observés et analysés. Quels sont ces faits sociaux? Moi, j'en ai en mode pédagogique. Je réponds justement à cette question-là pour indiquer, première mise au point, que notre démarche n'est pas juridique. Pour indiquer justement que, en fait, en réalité, fondamentalement, les questions de révision, de modification, 4e République, ou 7e République, comme vous voulez, ce sont des questions sémantiques, en fait. Ce qui compte, c'est l'ajustement que nous pensons pouvoir ou devoir apporter dans ce cadre-là. Mais quand vous situez cet ajustement-là par rapport au cadrage de ce texte, son cadrage juridique cette fois-là, eh ben ça justifie, ça crée on va dire ça mène à l'évocation de tel ou de tel autre concept. Parce que première chose, parce qu'on parle de pédagogie,
que ce soit le changement, que ce soit la modification, il s'agit d'une réarticulation d'un texte constitutionnel. Seulement, texte juridique. Seulement que cette fois-là, il s'agit des ajustements substantiels. Lesquels? Et pourquoi est-ce que, ici, nous parlons de changement et pourquoi ce ne serait pas... Non, mais moi, je voulais revenir à les faits sociaux que vous avez présentés parce qu'il y a cet aspect juridique, quand même, de ce changement de la Constitution. Ça, c'est pas vraiment vous. Vous êtes sur des faits l'analyse sociologique. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Je vous cite deux, trois faits. La Constitution de 2006 avait été mise en œuvre autour de 3 ou 4 objectifs fondamentaux. Les plus importants parmi ces objectifs sont la résolution de la problématique, de l'épineux problème de la légitimité des institutions, la résolution de du problème, excusez-moi, de la stabilité ou de la résolution de la crise qui avait gangréné le pays pendant longtemps. Il fallait réarticuler le cadre institutionnel, bien entendu. La problématique du relèvement des conditions socio-économiques du pays. Voilà. Et pour cela, on a considéré qu'il fallait définir, comme dans toute constitution d'ailleurs, des axes fondamentaux. Des axes fondamentaux qui déterminent la particularité de cette constitution-là et donc de l'architecture institutionnelle du pays. Encore avant d'évoluer, est-il nécessaire de déterminer que, au-delà de sa forme juridique, une constitution est l'encadrement d'une vision sociale, de gestion d'une société, sociale, politique, gestion globale d'une société. Et donc cette vision-là, cet ensemble de mécanismes sont fixés dans le cadre d'une loi fondamentale qui est appelée la loi des lois, la Constitution. Et vous prenez le premier cas, le premier élément a été celui, par exemple, de l'instauration du régionalisme comme forme de l'État. Parce que cette forme était issue du débat qui était récurrent depuis la conférence nationale entre les fédéralistes et les unitaristes. Pour de raisons de contexte de l'époque, l'opinion générale est demeurée, bon, elle a peut-être évolué aujourd'hui, mais est demeurée assez frileux par rapport à l'idée fédéraliste. Mais comment est-ce que vous rencontrez les aspects pertinents qu'il y a dans cette forme fédéraliste, tout en préservant les enjeux centralisatrices qui avaient été voulus? On a mis en place, on a pensé qu'on pouvait mettre en place le régime, cette forme régionaliste. Fortement décentralisée. Voilà. L'État unitaire, fortement régionaliste. Qui est caractérisé par justement cette forte décentralisation avec des provinces qui jouissent d'une personnalité juridique ainsi que des entités territoriales décentralisées, les communes, les territoires, les secteurs, etc., etc. Eh ben, la mise en place d'un mécanisme de décentralisation n'est pas d'ordre théorique. Elle est censée avoir une finalité du vécu. Et le vécu est assuré et matérialisé par les moyens économiques et financiers, les moyens politiques. De sorte que chaque entité territoriale décentralisée ou chaque province soit en mesure de s'auto-administrer, de s'auto-garantir un relèvement et une stabilité sociale et économique. Chose que c'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que, je vous pose une simple question, nous sommes dans la commune de Ngaliema, qui est une entité territoriale décentralisée. Vous pouvez vous interroger sur l'exercice effectif des compétences du bourgmestre de Ngaliema face au gouverneur de province, par exemple. Est-il en mesure aujourd'hui d'exercer les pleines compétences qui lui sont dévolues à ce titre-là? Non. Nous montons à la province. Une disposition fondamentale qui permettait aux provinces de s'auto-administrer était celle, par exemple,
de la retenue à la source des revenus provinciaux. Le 40% sur le fameux... Aujourd'hui, nous parlons de la rétrocession qui est une anticonstitutionnalité. Depuis 2006, on a inversé un mécanisme constitutionnel régulier. Vous vous souviendrez des premiers quiproquos qui avaient opposé l'ancienne grande province du Katanga au gouvernement central. Parce que ce problème avait été posé en conférence des gouverneurs pour dire, mais la Constitution reconnaît aux provinces de mobiliser et ils retiennent leurs ressources et le gap est reversé au trésor du pouvoir central. Ça n'a jamais été fait. Et vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui les provinces sont dépendantes des artifices et des météos du pouvoir central. Au moment où on passe cette émission, il se tient à Kalemi, ça c'est une parenthèse, la 11e conférence de gouverneurs, justement, peut-être que la question sera abordée, mais vous qu'est-ce que vous suggérez? On commence point par point. Le régionalisme, vous n'en voulez pas, vous voulez quoi? Non. Il y a des choses que nous ne voulons pas, il y a des choses que nous voulons voir être confortées et consolidées. La forme régionalisée de l'État a été véritablement pensée. Justement, on ne va pas revenir sur le contexte charnière entre le centralisme et la fédération. Ça a l'avantage de offrir aux gestionnaires des entités territoriales décentralisées et aux provinces les moyens de leur politique. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de mobiliser ces ressources, la Constitution a utilement mis en place la caisse de péréquation. Si aujourd'hui, les provinces pouvaient exercer la plénitude, ainsi que les autres entités territoriales décentralisées, la plénitude de leurs compétences économiques, politiques, financières et sociales, vous voyez bien que nous serions assez avancés. Donc pour j'ouvre et je ferme. En fait, en réalité, le problème qui se pose avec cette Constitution, ça n'est pas que le texte soit mauvais. Nous avons l'un des textes qui a été le mieux articulé. Donc le problème, c'est l'applicabilité. Le problème, c'est qu'il a été et à de nombreuses fois tellement mal appliqué et violé que sa substance a été vidée. Est-ce que ça appelle à une nouvelle constitution? Mais justement, parce que la constitution, c'est quoi? La constitution, c'est, je vous ai dit, vous savez, c'est la loi des lois. Mais oui, justement. Elle est voulue symboliquement pour être inviolable, couverte par une sorte de mythe. Vous voyez? Je vais prendre un cas sociologique assez, on va dire, assez banal, mais qui peut être perçu par tout le monde. Nos parents, votre papa et votre maman, sont perçus dans nos sociétés africaines comme des personnes intouchables. Vous voyez? C'est en cela que, quand on vous parle de votre père, on ne parle pas de n'importe qui. Mais lorsque votre père devient quelqu'un avec qui l'on peut faire des gesticulations à temps et à contre-temps, à un moment donné, son autorité s'effrite. Et à quel moment est-ce qu'il aura le pouvoir de tenir véritablement la discipline qui doit conduire la maison? Je viens à la Constitution. C'est que lorsque elle a été à plusieurs reprises violée, nous allons en arriver aux autres aspects politiques et divers, c'est que il y a une multiplication des jurisprudences malheureuses qui font que il ne sera plus possible on va dire de la mettre en œuvre, de l'exécuter de façon efficiente. Parce que il y aura cette série de jurisprudences. La preuve, je vous parle du cas de la plénitude de l'exercice de compétences des entités régionalisées, c'est que vous comprenez que cet aspect-là a été vidé de sa substance. Si bien qu'il n'est plus possible, il ne peut plus être entendu que cette constitution qui a été à ce point violée, mais également assez dépassée par rapport à certaines réalités d'aujourd'hui, nécessite pour cela que l'on soit obligé de mettre en place un nouveau cadre qui prend en compte les expériences, qui capitalise ces expériences négatives
pour améliorer et avoir un nouveau contexte qui nous permet d'avancer rigoureusement. Je veux enchaîner quand même quelques questions et je sais que c'est une séance un peu pédagogique. On veut vraiment que vous puissiez, ceux qui nous suivent, ils sont de plus en plus nombreux à le faire, puissent bien comprendre l'enjeu de l'heure ici par rapport à cette loi fondamentale. Mais pour être aussi pragmatique, quand vous parlez du régionalisme qui a failli, qui n'arrive pas à donner quand même le résultat escompté, qui n'est pas opérationnel de manière efficiente, vous proposez quoi en lieu et place pour rendre cette efficience-là à la manière de gérer nos provinces? Il y a cette question de la forme de l'État, mais il y a d'autres questions, notamment relatives au régime politique, à la question de la nationalité. On commence d'abord par la forme de l'État. Puisque vous voulez le changement, vous proposez quoi? La forme de l'État n'est pas un pilier que nous voulons modifier. C'est un pilier que nous voulons qu'il soit renforcé dans la prochaine constitution. Donc, réviser, quoi. Il ne s'agit pas de réviser, mais il s'agit de mettre en place un cadre qui, fort de sa nouvelle légitimité, qui sera encadré par une série de mécanismes de contrôle et de pénalisation suffisamment rigoureuses. C'est pour cette raison que, par exemple, les États généraux de la justice, nous espérons que sont rentrés dans leur contenu. Nous espérons que leurs conclusions ont bel et bien exploré les vrais problèmes. Parce que le véritable problème qui bloque notre pays et qui a entamé notre constitution, c'est que les mécanismes de sanction sont soit suffisamment fragilisés, soit ballotté dans tous les sens. Mais là, si c'est un problème d'homme, est-ce que ça nécessite le changement de texte? Il y a deux niveaux d'action. Il y a deux niveaux opérationnels. C'est vrai que la problématique des hommes est une vraie problématique. Parce qu'il faut parvenir à renforcer ou à redresser la culture. C'est cela quand vous parlez des hommes. Mais cette culture ne peut pas être redressée dans le cadre d'une architecture fondamentale qui a été de manière substantielle vidée. Je suis d'accord avec vous, mais je dis, vous proposez quoi en lieu et place du régionalisme, par exemple? Non. Et ça, mais c'est que les gens veulent comprendre. Justement, ce que nous proposons dans ce cadre-là, c'est le renforcement des mécanismes de sanction. Il ne s'agit pas... Donc, on garde la forme de l'État, mais on renforce les mécanismes de sanction. Je vais vous en citer quelques-uns. Vous prenez par exemple la problématique des immunités des fonctions, quelles qu'elles soient. Vous voyez à quel point, je vais un peu faire de l'aller-retour, dans l'expression de la communication du ressenti populaire aujourd'hui, ce qui est à juste titre formulé par rapport à cette question, c'est de dire, Ponalipa et qui t'a pris, ou bien Nzela et Bonga, il faut constitution et ça là. Je vous donne un exemple. C'est que dans la répartition des attributions, il y a des attributions, je vous l'ai dit, qui sont du ressort des entités de base et d'autres qui sont du ressort des entités au sommet. Les problèmes des embouteillages, par exemple. Vous allez voir que dans la répartition des attributions, si chaque commune de Kinshasa pouvait, avec ses subdivisions, être véritablement administrée, fort des compétences que je vous ai décrites, vous seriez rendu compte que la compétition, l'émulation qui serait née des efforts de développement de chaque commune aurait permis la ville de Kinshasa de réaliser un bon qualitatif. Mais les textes n'ont pas empêché les entités décentralisées de créer cette émulation. Mais justement, les dispositions relatives, parce que nous parlons de la forme régionalisée, n'ont pas péché. Mais ce qui a péché, c'est la mise en application. Alors, comment est-ce que notre système judiciaire, qui se fonde sur, bien entendu, ce socle, cet esprit constitutionnel, a organisé la répression ou la sanction positive ou négative des personnes qui mettent en mal l'exécution de ces dispositions-là? Mais est-ce que tout cela, ça nécessite un changement?
Est-ce que ne fait-il pas? Oui, c'est la question qu'on est en train de dire. Je vais vous présenter, je vais peut-être procéder par l'expression d'une image. Vous avez nous sommes dans une bâtisse très bien construite. OK? Mais qu'il se trouve qu'il y a eu un orage qui a fait sauter le toit et quelques murs. C'est la situation de la constitution de la RDC. Le problème, ça n'est pas le bâtiment que l'on veut détruire. Le problème, c'est le fait que les articulations substantielles de l'édifice ont été déstabilisées à un point qu'il faut les renforcer. Or, pour les renforcer, il faut que le socle demeure. Le socle, c'est l'expérience positive de l'application rigoureuse de ces textes-là. Donc, on rase un bilan, quoi. Pourtant, ce qui va se passer, c'est quoi? Aujourd'hui, on ne peut plus opposer, par exemple, au pouvoir central, la série de violations de constitution pendant 18 ans sur la question, par exemple, de l'inversion du mécanisme de financement des provinces, par exemple. Vous voyez? Aujourd'hui, vous allez décider par quel mécanisme, quel sera le socle constitutionnel qui va fonder la nouvelle exigence qui fera que le gouverneur de province de la Chopo, par exemple, qui mobilise autant de millions de dollars et qui formule ses besoins de gouvernement par rapport aux mobilisations, de dire au gouvernement central, écoutez, je ne vous envoie pas ce que vous avez toujours reçu parce que la Constitution m'en donne le droit. On va lui opposer des mécanismes et des arguties politiques, alors qu'en fait, en réalité, il est nanti de cette couverture constitutionnelle théorique. Mais tant que l'homme lui-même ne prend pas, l'homme est à la base de tout cela, et puis rien ne nous garantit que si on arrive à renforcer les mécanismes, que ce soit de répression, comme vous venez de le dire, ou sur le plan juridique, rien ne nous dit que si cet homme-là n'arrive pas à s'imposer, rien ne va changer. On risque de refaire ce débat 10 ans après un changement de la Constitution. Madame Élisée, 3 choses. La première chose qui est fondamentale à noter ici, c'est que le changement de la Constitution que nous suggérons ici n'est pas une panacée. Ça n'est pas la panacée. Pour dire que quand on procède à ce changement, les solutions sont trouvées. Non. Vous avez raison, je l'ai dit, il y a une question de culture. Mais une culture, un peuple se détermine de l'articuler. Excusez-moi, tenez, nous sommes ici forts de 18 années d'expérience constitutionnelle. OK? Un peu plus que ça, parce qu'il y a les 6 ans de Tshisekedi, donc on est à presque 24 ans. Voilà. Non, 2006. 2006, on est en 2024. Voilà. Et donc, nous n'avons pas... Tout n'a pas été que noir. La preuve, c'est que nous sommes parvenus à maintenir plus ou moins une certaine dynamique institutionnelle entre 2016 et 2018 que l'ancien régime n'a plus été capable de engager le processus on va dire, de glissement. Ce sont des acquis de cette constitution-là. Mais le problème, c'est que le contexte fait, du fait, comme je disais, pour ne pas trop me répéter, qu'il est nécessaire d'apporter ces ajustements, mais en prenant en compte des leçons positives que nous avons pu tirer. Entre autres leçons positives, c'est cette fragilité des mécanismes de sanction, de pénalisation positive, ou de sanctions positives ou négatives. Je vous ai évoqué la question, par exemple, des immunités, pour vous indiquer que ceux qui violent la Constitution ou une série d'autres textes sont généralement soit couverts par cette série d'immunités, soit couverts par des procédures judiciaires assez complexes que finalement il n'est pas possible d'articuler, de mettre en œuvre de manière efficiente. Donc il faut faire sauter. Ça voudra donc dire que le pilier judiciaire devra véritablement être réformé. C'est pour ça que j'évoquais l'intérêt pour nous des états généraux de la justice, par exemple, sous réserve, bien entendu, des éléments qui avaient été évoqués là-dedans. Donc, vous verrez que lorsque le pouvoir judiciaire sera nanti de véritables pouvoirs opérationnels, lui-même le pouvoir judiciaire guéri de sa gangrène que tout le monde connaît, vous vous rendrez compte qu'il sera
Il ne sera plus possible que des artifices politiques soient évoqués à temps et à contre-temps. La difficulté ici, on risque de revenir sur ça, c'est le texte, mais c'est l'homme aussi. Il ne faut pas. Je ne sais pas, on les oppose pas, mais on les présente. L'analyse il est important d'analyser sa société pour la comprendre. Ce qui est malheureux dans notre pays, c'est que nous avons perdu toute confiance en nous-mêmes, si bien que nous ne nous peignons que négativement. Mais non, je viens ici de nous sommes partis 1990 par exemple, jusqu'en 2006 pour avoir des institutions mises en place. C'est-à-dire qu'il y a des acquis, mais ces acquis-là nécessitent, tout en se faisant confiance, d'apporter des ajustements. C'est comme ça qu'une société grandit. Il ne faut pas que nous perdions foi en nous-mêmes pour dire, ben finalement, nous ne sommes capables de ne rien faire, nous ne pourrons rien faire. Ben non. Ben peut-être aussi parce que ceux qui ont la responsabilité de porter cette confiance populaire ne parviennent, ont perdu cette confiance. Non, mais on risque de parler des professeurs. Voilà. Avant cette émission, on se parlait, on se disait comment est-ce que la parole des scientifiques que vous êtes a été dévoyé. Ouais. Vous avez dit vandalisé à un moment. C'est pas nous. En fait, vous les scientifiques, vous y êtes beaucoup dans cette remise en question. Et du coup, quand on vous reçoit, on se dit, mais il parle, oui, mais ça y est, il a déjà un camp. Il essaye d'arguer, mais il a déjà pris position. Deux choses, madame la journaliste. À ce sujet-là, j'assume malheureusement cette faiblesse qui nous revient de n'avoir pas porté notre responsabilité sociale. Mais je vous retorquerai la question, mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu ces éléments-là que nous devons abandonner et renoncer pour la société, l'obligation de responsabiliser son élite et pour l'élite de se remettre en cause et entrevoir de nouvelles perspectives. Moi, je suis plutôt pour cette autre perspective, on va dire optimiste. Alors ça, dans une société hyper politisée, parce que nous avançons. Et en parlant de mon positionnement, mais je suis un citoyen. Je suis un homme, je ne peux pas manquer de couleur. Seulement le problème, et ce qui malheureusement a fait dévoyer notre statut, notre science, c'est que nous faisons de l'amalgame entre la présentation, la défense d'un savoir objectif scientifique qui doit éclairer la société et le positionnement politicien. C'est ça on le doit en tout cas à certains de vos prédécesseurs. C'est amalgame là, scientifique, politique, scientifique. Du coup, on sait plus quand on sait plus qui est qui, quand est-ce qu'il est qui et quand est-ce qu'il est quoi. Vous savez, les sociétés souffrent de chaque société souffre de sa maladie. Il n'y a pas une société parfaite. Vous voyez l'élection, le vote du président Trump en Occident. Je prends l'Occident en général. Vous comprendrez que c'est exprès que je mets je confonds États-Unis et l'Occident global. C'est que il y a un débat entre de ceux qui défendent les positions de ce qu'eux-mêmes appellent l'État profond et de ceux qui défendent les positions de la réalité, de ce que vive effectivement l'opinion. Voilà. Donc, chaque société a ses maladies dont elle est obligée de se mentir du courage de se guérir. Parce que personne d'autre ne pourra venir guérir notre société. Personne d'autre ne pourra venir. C'est pour cette raison, et je suis par là, je suis en train de dire que à la différence de ceux qui peuvent, on va dire, fusiller cette constitution dans tous les sens, nous pensons que son articulation, si elle avait pu être véritablement appliquée dans sa substance, nous aurions eu l'un des meilleurs textes constitutionnels. Mais malheureusement, le problème, c'est que deux choses. La première, la série des violations, nous avons abordé la question de la forme de l'État, la vidée de sa substance, mais il faut reconnaître également qu'il y a d'autres réalités du temps que cette constitution-là n'a pas prises en compte, bien entendu, et qu'il est nécessaire pour évoluer
justement essayer de se guérir de nos maux qu'il faut ajuster. Jean Bédel Yoka, des voix se lèvent, notamment le président de la République, mais en tout cas une bonne partie de la classe politique acquise ou attachée au président de la République, qui estime que effectivement cette constitution ne permettra pas le développement du pays. Est-ce le cas ou c'est parce que les gens qui sont censés mettre en application les lois contenues dans cette constitution n'ont pas été à la hauteur? Parce que vous venez de présenter, vous êtes en train de dire, si elle était effectivement mise en application, on allait avoir des résultats escomptés. C'est parce qu'elle n'a pas été mise en application qu'aujourd'hui, les pays est dans cet état. Voilà par exemple pourquoi, concernant la question du régime politique par exemple, et là c'est le pilier que nous voulons qu'on change, parce que nous considérons que l'articulation institutionnelle qui avait été pensée en 2006 aujourd'hui ne tient plus compte tenu et ne permet pas le développement. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas l'établissement clair des responsabilités politiques. Vous savez, l'un des socles, sinon le socle le plus important dans une démocratie, c'est la responsabilité sociale, la responsabilité citoyenne de l'ensemble des membres de la communauté, de la base citoyen lambda au chef de l'État, le premier d'entre nous. Et nous pensons, parlant de ce régime politique, qui est, selon les écoles semi-présidentielles ou semi-parlementaires, ça dépend, qui ne permet pas d'établir clairement les responsabilités exécutives. Je vous présente là, on va dire, je vous démontre clairement à quoi ça tient. Dans l'analyse diachronique de la dynamique, parce qu'il s'agit de la diachronie du gouvernement institutionnel de notre pays depuis l'époque Mobutu, en 2006, partant de Sun City, on a voulu que le chef de l'État ne soit plus un nouveau Mobutu. OK? Et donc, dans cette constitution, le chef de l'État n'a que très peu de pouvoir. C'est pas quasiment, pas. Il a tout le pouvoir, il révoque. Il ne faut pas confondre. Non, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre les pouvoirs politiques que peut avoir le chef de l'État, des pouvoirs légaux. Ces derniers pouvant être confortés par les premiers. Mais n'oubliez pas également, parce qu'on parlait de la question culturelle. Je veux bien qu'on soit d'accord. Aujourd'hui, le président a presque tous les pouvoirs. Je vous donne l'exemple. Oui. Nous avons vécu en 2021. Vous avez vu que le président de la République a été pratiquement désarmé pour congédier un ministre de la Justice. Il a fallu qu'il use d'astuces politiques pour parvenir à la mise en congé du ministre de la Justice, par exemple. Pourquoi? Parce que, constitutionnellement, légalement, il n'avait pas ses pouvoirs. Mais ça a été fait justement pour qu'il n'ait pas trop de pouvoir. C'est pour ça que je te dis. C'est la beauté d'ailleurs de cette constitution. Justement. Et alors, appliquer ça à la réalité sociale d'aujourd'hui. C'est qui est le véritable responsable du gouvernement de l'État en RDC? C'est le Premier ministre. OK? C'est le Premier ministre qui est le responsable de l'administration. Laissez-moi, c'est une émission que on peut y aller parce que là on doit terminer parce que les gens doivent comprendre. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un problème? Combien de fois vous entendez on parle de Madame la Première ministre par rapport au président? Mais c'est pas la faute au texte. Justement, il y a une question de clarté dans la responsabilité. C'est pas les textes sont clairs. Personne n'interdit à qui que ce soit d'interpeller la Première ministre. Mais justement, je suivais la fois dernière le président du Parlement interpeller les députés de l'UDPS pour disant, je vais essayer textuellement de le citer, si vous voulez bouffer ou manger votre propre gouvernement, faites-le. Alors qu'on peut, vous voyez, vous comprenez qu'au travers du discours de mon aîné, du collègue vital et honorable président de l'Assemblée nationale, qu'il y a une prééminence des arrangements politiques.
Vous comprenez? Est-ce pour autant qu'il faille remettre en question le texte, la loi des lois? Ce sont les hommes encore, justement. Mais parce que nous sommes ici en train de considérer les problèmes liés à l'efficience du gouvernement de l'État. OK? Si le mécanisme tel qu'il est mis en place, le mécanisme par exemple de mise en congé, que ce soit par mise en congé d'un ministre ou mise en congé de l'ensemble du gouvernement, n'était pas verrouillé. Évidemment, la doctrine en sciences politiques prévoit l'ensemble de ces mécanismes, mais si ça pouvait avoir été allégé, vous auriez vu, et c'est comme ça que je parlais de la multiplicité des mécanismes d'immunité, vous auriez vu qu'un tel ministre qui commet un tel forfait aurait pu être systématiquement et rapidement sanctionné, et vous auriez vu que de la multiplication des sanctions serait née une culture dissuasive des malversations ou de la malgestion. Vraiment, qu'est-ce qu'on retient de l'actuelle Constitution? C'est qu'elle n'est pas assez répressive. C'est qu'elle ne sanctionne, elle ne prévoit pas des mécanismes de sanction, et ça fait d'elle une Constitution assez trop laxiste. La Constitution en elle-même, je ne dirais pas que la Constitution en elle-même prévoit des mécanismes de sanction. Évidemment, ça doit être renforcé par l'ensemble des dispositions de mise en œuvre des textes, des lois, etc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous aurions pu énumérer comme ça une dizaine de violations systématiques de la Constitution ici, qui aujourd'hui sont établies. Non, à l'époque, on ne savait même pas que ça allait être violé. On constate la violation. Mais vous savez ce qui rend notre Constitution aujourd'hui, qui met en pincette la problématique de la révision ou changement, c'est parce que il a été conçu pour se verrouiller. OK? Ce que, par exemple, la Constitution américaine ne prévoit pas. C'est pour ça que vous voyez, les Américains, quand ils ajustent leur Constitution, ils parlent d'amendement. Et on vous dira, question de communication, la Constitution des États-Unis est la plus stable qui soit. Mais non, ils ont connu suffisamment d'amendements. Si on peut parler de révision, amendement, révision, c'est presque la même chose. Mais justement, mais aujourd'hui, nous parlons de changement parce que je vous ai parlé ici des socles substantiels. Quand on parle du régime politique, quand on change dans une constitution ou à la suite de l'expérience constitutionnelle, on change un régime politique, on change déjà l'article 220, le verrou, on change le nombre la durée du mandat du chef de l'État, on touche à la substance et donc on est tenu de parler d'un autre texte constitutionnel. D'un autre texte constitutionnel, moi je vous invite à continuer les débats à la maison sur base de ce qui a été dit, sur base de ce qui se dit, mais également sur base de ce soubassement-là que vous venez, multiples violations. Et moi j'ai beaucoup apprécié l'exemple autour de la caisse, non seulement la caisse de péréquation, mais la rétrocession. C'est-à-dire, on a eu à tellement créer de jurisprudence qu'aujourd'hui, on ne sait même pas si on doit parler encore d'une rétrocession ou d'une retenue à la source. Bref, on va continuer, mais malheureusement, on doit se limiter là rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte s'y prête pour qu'on ait le changement de la Constitution? Je dis oui. C'est le bon timing. Le timing, nous, la preuve, c'est que nous l'avons lancé depuis l'année dernière. Ça cautionne pas il y a jamais eu de prorogation du mandat de l'actuel président de la République. Ça, ce sont des considérations qui pourront être prises en compte lors des débats. C'est pour cette raison que, il y a un travail d'élaboration d'un texte, mais qui ne va pas s'arrêter là si notre proposition est adoptée, que nous sommes heureux que le chef de l'État, également une bonne partie de la classe politique, on a vu que l'ancien Premier ministre Mouzito également aborde dans ce sens-là. Si c'est fait, mais il s'agirait pas simplement de produire un texte réarticulé, mais il faudra que le peuple se prononce. Mais parce qu'on parle du peuple qui est souverain, il aura l'occasion de dire « je ne veux pas ». Donc il faut tout de suite... À l'occasion du référendum, on doit déjà se projeter un référendum. Et voilà. Si on sera obligé de revenir sur cette constitution. Sinon, il faudra à l'issue. À l'état actuel de notre pays, où une partie est occupée, vous pensez que c'est le bon moment de commencer à réfléchir autour de ça et à prévoir déjà un référendum? Je pense d'ailleurs quand on pense qu'une partie n'avait pas voté.
Mais là, nous avons des institutions. C'est une situation malheureuse. C'est une situation malheureuse. Et on peut organiser un référendum. Il y a toujours moyen de mettre en place des mécanismes parce que c'est ensemble. Sur quelle base? Si nous avions eu le temps, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être mis en place que nous pourrons développer la fois prochaine si vous nous accordez encore un peu plus de temps. Mais nous pensons que cette question sécuritaire également justifie l'opportunité d'un nouveau texte réarticulé qui permettra, comme je l'ai dit tantôt, de clarifier la question de la responsabilité citoyenne de l'ensemble des animateurs, mais également des citoyens. C'est fondamental, ce qui n'est pas malheureusement plus le cas avec notre texte constitutionnel. Jean Bédéli Yoka, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours avec le même plaisir que nous répondons à votre On remercie les téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'était une session pédagogique où on a essayé de comprendre pourquoi devons-nous changer carrément la Constitution. En tout cas, pour certains, Jean Bédéli Yoka est partisan quand même du changement carrément de la Constitution. Et vous l'avez suivi, vous avez suivi quelques-uns de ces arguments, pas tous d'ailleurs. On continue la réflexion. Nous vous laisserons notre réflexion globale articulée en 5 piliers et vous pourrez peut-être les exploiter à l'intention des téléspectateurs. Voilà, le débat se poursuit chez vous, dans la maison, dans vos partis politiques, dans vos cercles de réflexion. Et nous, on vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité. Je crois qu'on va rester pendant un bon bout de temps autour de cette thématique, cette problématique de la révision ou pas, du changement ou pas, de la loi des lois, de la loi fondamentale ici en République démocratique du Congo. Alors on se dit au revoir, à très très bientôt et prenez soin de vous.